La Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? J'adore. C'est Maldo, hein. Je sais pas comment décrire. Je ferme les yeux, je suis sur un petit nuage. Wow. C'est comme un gros câlin. C'est un peu comme une histoire d'amour, si tu veux. Ouais, ça fait du bien en fait. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati? Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine. On est avec Moslem. Moslem, on commence par quoi? On commence par la lutte contre la corruption. Vous savez que c'est un cheval de bataille qui a amorcé depuis pratiquement 2017 au Gabon. On a eu l'opération Mamba, l'opération Scorpion. Et de plus en plus, on est dans une phase où on incite les responsables administratifs, politiques et les agents publics à pouvoir être en accord avec la loi, la loi numéro 002/2003 du 7 mai 2003. C'est vrai qu'elle a été modifiée entre-temps. Et cette loi-là demande à ce que tous les hauts fonctionnaires dit que tous les hauts fonctionnaires doivent déclarer tout ce qu'ils ont comme bien, parce que c'est dans cette transparence que l'on peut on peut aller de l'avant, notamment en ce qui concerne la gestion, du moins la lutte contre la corruption, et notamment en son article 5 nouveau qui dit ceci: tout dépositaire de l'autorité de l'État est astreint à l'obligation d'établir une déclaration de ses biens avant son entrée en fonction tous les 3 ans pendant la durée de celle-ci et au moment de la cessation de la dite fonction. Et vous savez que aujourd'hui, de plus en plus, à chaque fois qu'il y a la nomination d'un gouvernement, ou il y a la nomination de nouvelles personnalités, en ce qui concerne par exemple la province de l'Estuaire, on a souvent un balai de déclaration de biens au niveau du Conseil national de lutte contre l'enrichissement illicite. Après avoir plus ou moins commencé cette campagne-là dans l'Estuaire et dans le Moyen-Ogooué, là, la commission va aller prendre le serment des agents publics et des hauts cadres de l'administration qui se retrouvent dans la province du Wellington. Et vous savez que ça ne peut pas être de façon fortuite, parce que de plus en plus, comme je le disais, il y a une incitation réelle. On se rappellera par exemple du dernier gouvernement dirigé par l'ancien Premier ministre Julien Korbekal. Ils sont allés faire la déclaration des biens au niveau de cette commission. Et là, on est en face d'une province où on a souvent tendance à nous poser beaucoup de questions. Et vous savez que la province du Wellington, c'est une province qui est à 2 frontières, du moins 3, sinon un peu plus, parce que vous avez une frontière à Mivoul, une frontière à Bitam, 2 frontières à Bitam, 2 frontières au niveau d'Oyem, une frontière à Meduneux. Et dès cet instant, toutes ces entrées-là, il y a quand même que les agents publics qui s'y retrouvent et qui ont l'obligation de travailler pour le compte de l'État peuvent quand même être soumis à une certaine tentation en ce qui concerne la corruption. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde également le profil d'un certain nombre de personnalités, de personnes qui sont affectées dans cette province, d'ailleurs, moi, au cours d'un séjour, j'ai quand même eu à poser des questions. Vous avez aujourd'hui de plus en plus des agents publics qui, à défaut de venir à Libreville ou dans le Haut-Ogooué ou dans le Goué maritime, vont toujours vous présenter la province du Wellington comme une province de préférence pour y travailler, parce qu'il y a une activité importante et que ça nécessiterait à ce que, peut-être qu'ils peuvent arriver à glander quelque chose qui leur permettrait de pouvoir avoir d'autres entrées au-delà de leur simple fonction. Et ceux qui ont pu discuter avec certains, ils vous diront que être dans cette province-là, dans cette localité, il y a quand même des avantages au niveau de la capacité à pouvoir investir. Notamment, il y a le coût de la vie qui est plus ou moins réduit, notamment en rapport avec les faits qu'on peut aller faire par exemple un certain nombre d'achats dans les pays de la sous-région, en Guinée équatoriale, au Cameroun, et puis ça peut être de moindre coût que ce qu'on vendrait ici. Il y a certaines interprétations aussi on se rappellera du trafic d'immigrés. On se rappellera qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été arrêtées, par exemple, pour ce genre de situation. Donc, la commission a jugé utile
de réactiver dès le mois de septembre sa campagne sur le plan national pour prendre le serment de tous les agents publics affectés dans les différentes localités du pays. Et en septembre, ce sera le tour de la province du Haut-Lenthem de pouvoir, qui sera la troisième, de pouvoir, du moins ces agents auront l'obligation d'aller se présenter devant la commission et présenter leurs biens, que ça soit de l'immobilier ou encore des biens, l'importance en termes de capacité financière. Tout cela doit être inscrit et on doit savoir que, par exemple, vous êtes, je sais pas, commandant de douane, voilà ce que vous avez au moment où vous aviez ce que vous avez au moment où vous preniez les fonctions, et à la fin de votre mandat, donc si on venait à vous enlever de ce poste, vous devez être capable également de repartir et dire je sors de mes fonctions, voilà ce que j'ai eu comme bien entre-temps, et puis on fait le ratio. Cela permet de savoir si au moment où vous étiez en fonction, vous avez bénéficié de pots de vin ou des trucs de ce genre, ou bien vous avez été sujet à la corruption, parce que si on vous rentrait avec 3 maisons et quand vous retrouvez avec 14 maisons, il y a quand même une interrogation. Si on compare le nombre d'années que vous aviez fait pour construire les 3 maisons et que pendant la période de votre fonction, vous avez par exemple fait 5 ans et qu'au bout de 5 ans, vous avez 14 maisons, en plus des 3 que vous aviez avant, on se pose quand même des questions. Donc, ce sont des exemples. Maintenant, après, je crois qu'aujourd'hui, avec ce qu'il y a comme informations qui sont données, et le là qui a été donné par le président de la République en ce qui concerne cette question de la lutte contre la corruption, et vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui croupissent actuellement en prison pour des faits de détournement de biens et abus de biens sociaux. Donc, et à ce moment-là, concussion et consort, tout ce que vous savez. Et je crois qu'aujourd'hui, que cette commission puisse faire le tour du pays est quelque chose d'important, parce que ça permet à ce que l'ensemble des territoires du Gabon puissent avoir la bonne information et la même information. Parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui va venir prêter serment à Libreville, ou bien qui va venir faire la déclaration des biens à Libreville. Il arrive à OIM, il va raconter ce qu'il veut, et puis les gens ne vont pas forcément avoir la quintessence de ce qui est demandé lorsque vous allez faire cette déclaration-là. Or, en se déplaçant, en allant à l'intérieur du pays, la commission va faire un monde de pédagogie, mais également va pouvoir édifier les agents publics de l'importance de cette mesure. Parce qu'aujourd'hui, notre pays est quand même l'un des plus décriés en Afrique centrale en ce qui concerne la corruption. On nous dit par exemple qu'on a gagné récemment 28 points. Donc on est proche par exemple d'un pays comme le Cameroun qui a toujours été présenté comme champion d'Afrique centrale au niveau de la corruption. Le Gabon n'est pas très loin aujourd'hui parce qu'il y a une corruption ambiante qui fait que même quand vous allez dans une structure bancaire pour pouvoir par exemple aller toucher ou faire un retrait, et il y a un agent vigile qui va vous dire il faut me donner quelque chose pour que je facilite votre entrée rapidement dans la salle. Mosley, donc seuls les agents publics sont concernés par cette déclaration? Oui, pour le moment, on va dire la déclaration des biens concerne pour le moment les agents publics. Donc il s'agit des hauts cadres, des cadres politiques, parce que quand vous êtes nommé par exemple ministre, c'est une fonction politique, mais elle rentre parce que vous allez percevoir des émoluments qui viennent du contribuable. Ensuite, certainement que ça va s'étendre plus tard à la fonction publique privée, enfin, comment on dit, au secteur privé. On a des agents dans le public qui créent des sociétés privées, en fait. Est-ce qu'ils vont toucher ce genre de cas? Oui, parce qu'il y a un certain nombre de métiers. Ils font tout ça. Il y a un certain nombre de métiers, du moins, il y a un certain nombre de fonctions qui sont incompatibles avec l'ambition de faire des affaires. Or, malheureusement, dans notre pays, on a des gens qui sont aussi bien juges et partis. Donc, du coup, ça fait qu'à un moment donné, ça crée quand même une lecture pas très intéressante de la situation. Je prends par exemple le cas, pendant longtemps, on l'a entendu, en ce qui concerne par exemple la question de l'attribution des marchés publics. Vous aviez des gens qui sont agents au ministère qui s'occupe de cette question, mais qui créer des entreprises avec leurs frères ou leurs cousins ou même par eux-mêmes, et ils encaissaient directement les marchés. Bien pas les étrangers. Ou ils passaient par des prête-noms pour pouvoir bénéficier d'un marché qu'ils s'auto-attribuaient. Or aujourd'hui,
il y a ce type de choses, ça rentre dans le cadre du délit d'initié. Et à un moment donné, il faut qu'on mette un frein à cela. Et je crois que c'est la raison pour laquelle le code d'attribution des marchés publics la procédure a été changée. Aujourd'hui, ce n'est plus des marchés de gré à gré. C'est-à-dire que je vois René Hue, je la connais, et puis je lui donne le marché. Non, c'est maintenant par appel d'offres. Parce qu'il faut donner la possibilité à tout le monde de pouvoir concourir. Et après, si vous choisissez quelqu'un qui présente plus de crédibilité, eh ben, tant mieux. Mais au moins, il y a eu l'appel d'offres qui a été rendu public. Et dès cet instant, ça limite plus ou moins la question de verse-moi un petit bakchiche, j'ai besoin d'un coca, même si dans le fond, on sait que ça continue toujours à exister, même quand vous avez un marché public correctement acquis, il y a toujours quelqu'un qui va vous dire, bon, vous avez eu le marché, mais ça ne suffit pas. Moi, je suis là, c'est moi qui signe le document final, par exemple, et il faut quand même que je gagne quelque chose. Donc, dès cet instant, aujourd'hui, je crois que le travail de la commission, c'est de faire un monde de pédagogie, mais également de se rendre compte de quel est le potentiel même en termes d'investissement des agents publics. Parce que ça pourrait aider à faire des statistiques pour savoir que si on est, par exemple, on est nommé à un poste, au moment où on entre, on a par exemple une maison, et qu'on en sort, on a encore la même maison, ça veut dire quelque part, il y a quand même une certaine probité, il y a quand même une certaine logique de considération de la gestion de la chose publique. Parce que normalement, quand on est fonctionnaire, c'est pas s'enrichir. Hein. Si on veut s'enrichir, c'est faire les affaires, c'est être, je sais pas, dans un secteur porteur en termes d'argent. Mais si on veut plus ou moins avoir le rapport à l'autre, être fonctionnaire, c'est comme être prêtre, c'est comme être, je sais pas, un pasteur. Un sacerdoce. C'est un sacerdoce. C'est-à-dire qu'on fait pratiquement un vœu de pauvreté. Maintenant, après, on est au Gabon, des gens qui sont à la base fonctionnaires, instituteurs, machin, et qui se retrouvent milliardaires, il y a quand même un problème. Comment un instituteur fait pour devenir milliardaire? Si il a bon, après, tu peux avoir une activité connexe si tu es simple enseignant chargé de cours. Tu peux, au-delà des heures qui sont consacrées au travail, tu peux ne pas. Mais si tu arrives à des fonctions comme ministre et puis c'est toi le milliardaire, alors qu'on ne te connaît aucune entreprise, on te connaît, d'ailleurs la loi l'interdit, comment tu as fait pour devenir milliardaire alors que tu es ministre? Donc c'est autant de situations aujourd'hui qui font que quand on regarde la chose, ça passe bien au niveau des populations. Et d'ailleurs, c'est tout le sens aujourd'hui du soutien que le PNUD a accordé au Conseil national de lutte contre l'enrichissement illicite, parce que c'est un combat de longue haleine. Ça ne va pas s'arrêter avec Mamba ou Scorpion. Ça doit se poursuivre parce qu'il y a des petites habitudes dans nos quartiers, dans nos maisons, dans nos administrations qu'on doit changer pour pouvoir être crédible. Aujourd'hui, il s'agit de chercher à crédibiliser le Gabon sur la scène internationale. Vous ne pouvez pas travailler à promouvoir le Gabon, donc à rechercher des investisseurs et être classé parmi les pays les plus corrompus d'Afrique centrale ou de l'Afrique ou du monde. Il y a quand même un décalage. Et ce décalage-là peut causer des problèmes parce que si moi je dois investir dans votre pays puis que je vois que le climat des affaires, c'est tout ça ce qui rentre dans le climat des affaires. Il faut que j'ai bénéficié d'un marché ou que je puisse mettre en service ou bien créer mon entreprise, il faut que je verse des pots de vin à X ou Y ou que je m'inscris dans la logique de soudoyer des gens. À un moment donné, ça peut plaire à certains. Des gars qui, eux, ils s'en foutent, eux, ce qu'ils recherchent, c'est le profit. Mais il y a un certain nombre d'investisseurs qui ont quand même un certain nombre de valeurs qu'ils ont en partage avec le monde et qui ne souhaiteraient pas venir, peut-être qu'ils sont même les plus potentiellement capables de transformer l'environnement, par exemple du travail au niveau de votre pays, ils ne viendront pas parce que le degré de corruption est si important qu'ils ne pourraient pas trouver leur place. Donc dès cet instant, c'est un frein. Et faire le tour aujourd'hui pour le Conseil national de lutte contre l'enrichissement illicite, c'est quelque chose d'important. Surtout qu'on a souvent critiqué l'idée selon laquelle ils sont stagnés dans leur bureau, ils ne circulent pas, alors qu'on a des faits, on a des exemples palpables, on a des situations où, à vue d'œil, tu peux quand même dire, je connais le mec, comment il a fait, et pourtant, on évolue là, il a gagné au tiercé ou au loto, on ne sait pas. Mais donc, à ce moment-là, c'est circuler, c'est permettre à ce que tous les agents publics, tous les fonctionnaires, tous ceux qui ont une parcelle de gestion de l'autorité de l'État puissent avoir la bonne information et que chacun puisse déclarer ses biens, qu'il soit ici au Gabon ou à l'étranger, et qu'il soit en mesure de pouvoir être, on va dire, le plus
le plus honnête que possible pour qu'il ne soit pas lui-même après mis à l'index au sortir de ses fonctions. Donc, c'est la première actualité. La seconde actualité, c'est celle qui concerne évidemment le rappel à l'ordre du général Jean-Boniface Assélé à l'endroit du docteur Nicolas Assélé. Vous savez que le CLR traverse quand même une phase difficile entre la capacité du général Jean-Boniface Assélé à rechercher le remplacement à la tête du CLR, notamment après le congrès qu'il y a eu il y a quelques années, qui a porté le docteur Nicolas Assélé comme délégué général du CLR, du cercle des libéraux réformateurs. Eh bien, il a du mal quand même à lâcher du lest parce que malgré tout, il reste quand même le président. Et il y a un certain nombre de décisions qui sont engagées par le secrétaire exécutif, c'est comme ça que je peux appeler ça la délégation, donc le secrétaire exécutif du CLR, pour pouvoir redynamiser, redéployer le parti sur le territoire, notamment par exemple pour le cas de Libreville. Eh bien, il y a certaines installations qu'il faut qu'à un moment donné, qui ne plaisent pas au président fondateur, parce que quand il se retrouve, il se rend bien compte que peut-être il y a des gens qui sont nommés et qui peut-être ne reflète pas l'engagement militant qui est le sien, ou que ceux qui ont été remplacés seraient allés se plaindre de X ou Y attitude parce qu'ils ont donné du leur dans le parti. Eh bien, pour Jean-Boniface Assélé, il y a eu des installations, des cellules qui ont été faites dans la commune de Libreville. Et à ce moment-là, pour lui, ce qui se passe actuellement frise la provocation et le mépris. C'est-à-dire qu'on a pris ces décisions-là sans le consulter. Donc son parti le méprise. Pas spécialement le parti, mais la déléguée générale peut-être ne le prend plus trop en compte. Elle ne veut pas le maîtriser. Mais ce sont ces expressions. Donc dès cet instant, on a comme l'impression que la guerre de leadership est là où elle est installée, ou que Jean-Boniface Assélé a du mal à lâcher du lest, ou a du mal à réellement comprendre qu'il a inscrit son parti sur une nouvelle logique, et surtout que le CLR, de ce que la déléguée générale déclare depuis sa prise de fonction, c'est que le CLR entend s'inscrire désormais comme un parti de pouvoir, donc un parti qui doit aller à l'assaut de l'exécutif, donc notamment de la tête de l'exécutif, la présidente de la République, même si on soupçonne toujours des relations étroites avec le Parti démocratique gabonais, mais elle a clairement exprimé le souhait que le CLR soit un parti de pouvoir, parce qu'aujourd'hui, rien que dans la majorité, elle a comme l'impression aujourd'hui que la place qui était celle de choix du CLR dans cette galaxie n'est plus celle-là, et que finalement la majorité elle-même ne représente plus que l'homme, n'est plus que l'homme d'elle-même, et dès cet instant il faudrait qu'elle soit le fer de lance. Et bon, c'est vrai que depuis un temps aussi on observe un certain nombre de consultations, je l'avais dit ici, d'un des secrétaires généraux adjoints du Parti démocratique gabonais qui fait des consultations pour pouvoir redynamiser la majorité, mais ce qui est sûr, c'est que la fille et le père devraient s'entendre sur la vision à donner au CLR, parce que il faudrait qu'on soit de plus en plus enclin à lire une actualité qui va dans le sens de marquer la présence du CLR sur le terrain, que de toujours revenir à la même rengaine qui voudrait que le président fondateur pense qu'il soit méprisé par le nouveau secrétaire exécutif de sa formation politique. Ensuite, il y a la nouvelle trouvaille du ministère de l'Éducation nationale. Mais bon, quand je dis trouvaille, beaucoup de personnes peuvent le prendre sur le plan péjoratif. Non, ce n'est pas le cas. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que le ministre de l'Éducation nationale a choisi de pouvoir partager à la population, ou sinon à l'opinion, la méthode qui a été arrêtée pour pouvoir donner les résultats du baccalauréat. Vous savez qu'il y aura la proclamation d'ici à pratiquement le 2 septembre, sinon au plus tard le 4 septembre. Et dès cet instant, avec le contexte qui est celui du coronavirus, le ministère a décidé d'engager le monde scolaire sur la voie de la digitalisation des résultats. C'est-à-dire qu'on ne va plus ou moins nous inscrire dans la logique où il faut aller tous s'agglutiner, soit au lycée Mba, au lycée d'État ou dans les différents centres qui ont été indiqués. Il s'agira, chacun va recevoir des push, donc des messages qui vont, notamment des candidats, qui vont confirmer leur dire s'ils sont admis ou pas, et s'ils sont admissibles, ils vont avoir le maximum d'informations par ces messages push, et qui vont pouvoir les amener à s'organiser pour pouvoir aller passer le second tour. Mais on aura désormais les résultats sur le plan
de la proclamation du baccalauréat sur le plan digital, parce qu'aujourd'hui, il faut plus ou moins rester dans la logique de l'inscription qui veut que, du moins des prescriptions présentées par le gouvernement en ce qui concerne la lutte contre la propagation du coronavirus. Et dès cet instant, on voit bien que les syndicats sont parfaitement d'accord avec la décision du ministre. On a par exemple le Sénat, qui est le syndicat de l'éducation nationale dirigé par le Fridolin Mvemessa, qui a dit qu'il est en phase avec cette logique parce que rien ne garantit la sécurité au moment de la proclamation des résultats, parce que le masque à lui seul ne suffit pas. Il y a souvent un moment d'euphorie où les gens sont tentés de s'embrasser, où les gens sont tentés de s'enlacer, sont tentés de se réunir pour faire la fête ensemble. Or, si chacun venait à recevoir ces informations depuis chez lui, on aura moins de situations où on va à présenter des comportements à risque. Comment ça? Recevoir un SMS, tu es chaud. Tu ne peux même pas courir. Tu ne peux même pas courir, tu es dans ta chambre. Tu dors. Tu dors. Tu peux te suicider. Mais pourquoi? Pourquoi te suicider? Non. Pourquoi tant de cruauté? Non, mais c'est le contexte. Pourquoi on a proclamé les résultats des recrutements à la GIA? Pourquoi on a collé les trucs là-haut? Mais certainement que la GIA ne s'est peut-être pas préparée. Peut-être que la GIA n'a pas suffisamment mis la logistique en place. Mosley, pour le second tour du baccalauréat, je pense qu'ils doivent choisir les deux matières. Comment ça va se passer? C'est la grande interrogation aujourd'hui. Moi également, je me suis posé la question parce que on sait que de façon générale, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes admis au second tour, vous choisissez des matières où vous semblez avoir eu des faibles moyennes. Du moins en théorie. Ils vont choisir par SMS? Voilà. Après, est-ce qu'il y aura la proposition? De ce que j'ai lu de la note dit que le ministère va vous proposer les épreuves à repasser. Donc c'est le ministère qui va choisir, je crois. Plus le choix des deux disciplines. Maintenant, après, est-ce qu'il y aura rectification du tir avant la proclamation? Parce que c'est quand même l'oral à ceci de particulier, c'est que les gens choisissent souvent des disciplines où ils ont par exemple 3, 4 ou 5, 7 maximum, et ils peuvent travailler pour aller jusqu'à 12, 14. Et s'ils ont 3, ils peuvent travailler pour aller jusqu'à 9, 8. Les ingénieurs du ministère ont créé un algorithme qui va calculer de manière intelligente, d'une intelligence artificielle. Oui, mais n'empêche qu'on est toujours plus satisfait lorsqu'on a... Qu'est-ce qu'il faut pour toi? Et ils vont choisir la matière. Oui, mais on peut ne pas... c'est ce que je pense. Mais il y a aussi une marge d'erreur. Tu peux avoir quelqu'un qui a 17 en philo et puis l'algorithme lui dit que tu dois repasser en philo. Mais là, il est carrément KO, la fraîche. Tu fais comment? Comment tu faut repasser t'y prends? Donc il faut qu'on laisse la latitude au moins aux élèves de continuer à faire le choix. Puisqu'on a choisi la digitalisation, il faut qu'on laisse le caractère interactif possible pour le choix des matières à repasser. Ça permettrait à ce qu'on puisse avoir les gens qui vont s'auto-satisfaire de leur choix que d'avoir des gens frustrés. Oh non, moi je voulais choisir maths et puis on m'a amené à aller faire l'histoire à l'oral. Bon, on a ces cas-là. Donc, et on peut avoir ces cas-là. Donc, il faut éviter au maximum des frustrations. Il faut éviter au maximum que la faute ne retombe sur les techniciens ou encore le ministère et que l'élève soit réellement responsable de l'issue du baccalauréat. Parce que c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. On a choisi d'organiser le bac. Il faut maintenant que les uns et les autres assument les conséquences qui en découleront. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, la digitalisation, c'est une bonne chose. Surtout qu'on est en période de coronavirus. Il faut éviter la propagation. Il faut que les uns et les autres se prémunissent de ce virus pour éviter qu'on ait des contagions après et qu'on soit dans une situation incontrôlée. René Ruth, le jeu concours Princesse Tati. Donc on va dire la question d'aujourd'hui. Rappelez-nous l'adresse mail de Princesse Tati dédiée aux consommateurs. Rappelez-nous l'adresse mail de Princesse Tati dédiée aux consommateurs. Répondez sur le numéro WhatsApp de la radio 065 05 10 45 065 05 10 45 ou encore participer via la page Facebook ou Instagram de la radio. C'est Urban FM 104.5. L'horoscope des auditeurs. That Fresh Morning.